Et est-ce que vous êtes tenu de vous approprier des déclarations qui ont été faites par d'autres victimes, ou bien vous devez dire à ce tribunal ce que vous avez personnellement vécu? Quand tu es face à un tribunal, tu dis ce que tu as vécu de manière concrète. Les allégations d'autres personnes ne t'intéressent pas. Très bien. Est-ce qu'on doit vous obliger à dire ce que d'autres ont vécu? Ce que je n'accepterai pas, à moins qu'on ne veuille me faire mentir. Très bien. Confirmez-vous avoir vu des gendarmes qui étaient armés de gourdins, de machettes? Je suis formé là. Et de PMAK? Absolument. Très bien. Pouvez-vous les décrire? Bon, ceux-ci étaient habillés en tenue normale, en tenue verte. En tenue verte. Pas en body, mais en tenue verte. Ok. Les gendarmes que vous avez pu identifier? Bien sûr, et les militaires, oui. Au stade annexe, voilà. Oui, au niveau du stade annexe, bien sûr. Très bien. Vous avez parlé d'une dalle, hein, du haut de cette dalle, vous avez vu des corps, vous le confirmez? Bien sûr, sur la terrasse, dehors. Et là, les bérets rouges étaient là-bas et tiraient sur d'autres personnes aussi. Ok. En dehors de ces corps, puisqu'il y a plusieurs infractions qui ont été commises au stade du 28 septembre, avez-vous vu des femmes violées? Non. Avez-vous assisté à des cas de vol, de pillage? C'est-à-dire, à quel niveau? Oui. Est-ce que vous avez vu des personnes qui se sont rendues coupables des cas de vol des biens des victimes en votre présence? Au stade? Oui, des personnes qui se sont fait dépouiller. Moi-même, j'ai été dépouillé de mon argent. Voilà, c'est de cela que je veux j'en parle. Vous avez été personnellement dépouillé? Bien sûr. De vos biens? J'avais 22 500 dans ma poche. Et d'autres personnes ont été dépouillées en votre présence? Et blessées devant moi, oui. Et blessées? Vous avez parlé d'une fille qui devrait être dans la vingtaine et qui avait reçu une balle. Oui, à la poitrine. Au niveau de sa poitrine. Elle a succombé sur les lieux? Oui, bien sûr, sur le coup. Ça, c'est devant moi, oui. Quand j'ai voulu arpenter la cour pour descendre vers la SIG. Très bien. Vous dites avoir reçu des coups? Oui. De la part d'un gendarme? Oui. Et quand vous avez réagi, on vous a fait embarquer? Bien sûr. Alors, vous pouvez décrire le camion à bord duquel vous avez... C'est un grand camion, un camion militaire. Hein? Un camion militaire peint en vert. Il est peint en vert. Et quand vous avez été embarqué, vous étiez au moins au nombre de combien? Parce que vous avez été le premier à y être embarqué. Vous étiez au nombre de combien? Non, le fait que j'ai pu avoir le nombre, c'est quand ils ont fini de relever tous les noms. Sinon, au début, je ne savais pas on était au nombre de combien. C'est quand on est arrivé chez Tchéboro, ils ont fait toutes les fiches, ils ont relevé les noms que j'ai connu le nombre. Sinon, je ne connaissais pas. Oui, vous étiez au nombre de combien? 57. 57. Oui. Ils ont libéré un quand on est descendu pour aller chez Tchéboro. Et nous deux, on a été mis dans une cellule et 54 autres de l'autre côté. Oui, lui, il a été libéré au camp là-bas. Oui. Est-ce que c'était au niveau du QG, du CNDD? Non, ou bien c'était au niveau des services spéciaux? Au niveau des services spéciaux. C'était au niveau des services spéciaux? Oui. Ok. Vous avez parlé aussi des 2 mineurs, oui, qui ont été embarqués, je ne sais pas, vous avez dit... Bambeto. À Bambeto. À la station, oui. À la station. Oui. Ces 2 mineurs-là, vous avez dit qu'ils étaient blessés. Oui, ils étaient blessés à la tête. Est-ce que ceux qui les ont embarqués, alors c'était des hommes qui, franchement, avaient le sens de l'humanisme? Non, ça m'a choqué vraiment. Ça, je n'en reviens pas. Alors, vous pouvez décrire un peu les gendarmes qui étaient avec vous? Dans le camion ou bien? Oui, et qui s'étaient rendus coupables de ces atrocités? Non, eux, ils étaient habillés en vert. Hein.
C'est des gendarmes et des militaires, mais tous en vert, en béret vert. Donc c'était des gendarmes et des militaires. Oui. Ok. Et d'abord, arrivé au niveau du camp, vous avez été conduit au niveau du QG du CNDD. Vous pouvez décrire où se trouve situé le QG du CNDD? Bon, le QG du CNDD, en tout cas là où on nous a emmenés, ce sont des immeubles neufs. En ce moment, c'était peint en jaune. Et le parterre était bitumé, très propre, composé, je pense, de 3 ou 4 immeubles comme ça. C'est-à-dire quand vous empruntez la route de Château, actuellement, vous longez, il y a une petite route bituminée qui débouche sur Kouza. Si vous l'empruntez à un certain niveau, à droite, vous apercevez les mêmes immeubles. C'est là-bas qu'on nous avait amenés. Et quand les événements de réception ou d'organisation du CNDD se passaient, c'est là-bas qu'on recevait les gens. Donc vous connaissez bien ces lieux et même si aujourd'hui on vous conduisait là-bas, vous seriez à même d'indiquer ces lieux. Les yeux fermés. Très bien. Vous dites qu'en ces lieux, certaines personnes ont été exécutées en votre présence. On les a assommés, on leur a asséné des coups de couteau et vous n'êtes pas sûr qu'ils aient survécu à ces coups de couteau. Pas du tout. J'ai vu des gens se faire asséner. Bon, je ne sais pas s'ils sont morts après, mais ça m'étonnerait qu'ils survivent à ces blessures. Et beaucoup d'autres motos saisies. Oui. Et vous dites que ça s'est passé sous les yeux des officiers supérieurs. Absolument. Qui n'ont rien fait. Du tout. Ils observaient. Inertes, là où ils étaient. Alors, c'est de là-bas on vous a conduit au niveau des services spéciaux, oui ou non? Oui, parce que ceux qui nous ont envoyés là-bas ont pris peur qu'on nous achève tous là-bas. Vous savez, hier, vous avez été précédé à cette barre par Monsieur Marcel, capitaine Marcel Guilavogui, oui, qui a fait état de l'existence des cellules au niveau des services spéciaux. Et bien avant vous, il y a d'autres qui ont parlé de ces services spéciaux, qui ont servi des centres, des lieux où on a soumis des victimes à des actes de torture. Vous venez de dire la même chose. Vous le confirmez? Je le confirme. Et partout où besoin sera, je le confirmerai. Très bien. Je voudrais savoir, vous avez eu à partager la même cellule avec des compagnons d'infortune. Vous étiez au nombre de combien? 5. 5. Oui. Et vous avez été le seul à avoir été libéré? Non, on nous a libérés le lendemain parce que le jeune... tous été libérés au même moment. Le jeune de la Sotragui aussi, il avait son badge. Un chauffeur de la Sotragui. Oui. Et est-ce que depuis ces jours, vous vous êtes revu avec l'un de ses compagnons d'infortune? Non, seulement je me rappelle de son nom, il s'appelait Mama Saliou Diallo, Mama Saliou en tout cas, okay. Le chauffeur en question. Ensuite, vous avez dit que les autres ont été conduits dans d'autres cellules. Au nombre de combien? Vous avez dit 50? 54. 54. Oui. Alors, vous avez su, est-ce qu'ils ont été torturés en votre présence? Ah oui, à la réception, quand on est arrivé, à notre arrivée, ils ont été torturés. J'ai été le seul à ne pas subir de telles exactions, malgré qu'à la rentrée, on nous avait vraiment donné des coups, asséné des coups. Vous pouvez décrire au tribunal les actes de torture précis dont ils ont fait l'objet? Est-ce des bâtonnades? Oui. Est-ce que des coups de couteau? Voilà, non, expliquez un peu. Pas des coups de couteau. Il y avait 2 qui avaient des bâtons. Et d'autres avaient leurs chaussures là, ils donnaient des coups à volonté. Et ceux qui avaient les bâtons, ils te tapaient partout où ils voulaient. Maintenant, le monsieur qui a saigné par le rectum, lui, c'est un coup de pied qu'il a reçu par 2 fois ici au niveau de l'abdomen. Il ne pouvait pas tenir si on ne l'avait pas sorti. Bon, je ne sais pas s'il avait tenu après, mais jusqu'à ma sortie, il souffrait vraiment beaucoup.
Et lorsqu'on vous dit ici que M. Kebrou n'était pas présent au stade et qu'il ne s'était pas fait accompagner par des gendarmes, est-ce que vous y croyez? Peut-être c'est par intérêt, ils le disent. Nous qui avons vécu la scène, on sait ce qui s'est passé. Il a été formellement identifié. Et parmi tous ceux qui étaient là-bas, moi, c'est le premier qui a eu à m'accueillir avec tout le groupe avec qui j'étais. Il était là-bas, je le confirme. Est-ce que vous confirmez aussi qu'on vous avait informé sur l'état de dangerosité de M. Pivi? Oui. En vous mettant en garde? Bien sûr. Et si jamais vous sortez cette nuit, que vous pourriez vous faire abattre par lui? Bien sûr. Par les 3 gendarmes qui m'avaient interpellé au bureau de l'immeuble au premier. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Vous avez parlé, vous avez tout dit. Vous avez rallumé. Au moins quand le disciple parle, que le maître parle aussi. Le président, heureusement, oh, ce monsieur, nous le louons dans sa neutralité, dans sa positivité. Est-ce que vous avez une question, maître? Non, pour vous dire que la dernière parole, c'est à la défense. Merci beaucoup. Monsieur Abdoul. Président maître. Rassurez-vous que je loue et même j'admire votre élégance et le sang-froid dont vous faites preuve et en communiquant. Merci pour ça. Merci pour les fleurs. Alors, je vais quand même partager avec vous une inquiétude. Je suis à vous. Alors, Monsieur Abdoul, j'ai votre déclaration de constitution de partie civile. Pour un homme avec ce bagage que vous avez, je parle de bagage intellectuel naturellement, pour un homme qui a su se sauver, même en mentant, comme vous le dites, la Convention internationale de Genève vous le permet, rassurez-vous. Pourquoi c'est maintenant là seulement que vous venez? Nous sommes le 21 juin 2023. Pour quelque chose que vous avez vécu le 28 septembre 2009, il y a eu des enquêtes, il y a eu un pool de cabinets d'instruction. Cette procédure a commencé il y a maintenant 10 mois. Il y a eu même parfois des suspensions de participation des avocats et autres choses, beaucoup d'aléas. Pourquoi seulement le 21 juin 2009 que vous trouvez la nécessité 2023 de venir vers le 2023? Merci. Encore une fois, vous êtes élégant. Alors, expliquez-moi cela. Je suis vraiment inquiet. Expliquez cela. Je vous remercie, maître. C'est très simple. Quand les événements se sont passés et tout ce qui s'est passé, moi, je me suis replié chez moi au village pendant un très beau moment. On m'a appelé pour me dire que la commission d'enquête est là. J'ai dit tout ce que j'ai vécu, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse actuellement, en ce moment. Je suis parti chez moi, je suis resté un très beau moment. Et à mon retour, les gens là avaient déjà clos le dossier. Mais depuis ça, moi, je suis membre de l'AVIPA. J'ai tous les documents. Est-ce que vous comprenez? Je participe par moment aux réunions, malgré mes occupations. Maintenant, c'est quand les gens ont commencé à défiler que je me suis annoncé, ici. Sinon, à l'AVIPA, je suis là-bas depuis des années. D'accord. Alors, vous savez que l'AVIPA, c'est une partie civile à cette procédure, au même titre que vous. C'est pour ça que je parle uniquement de votre constitution de partie civile. La seule raison que vous invoquez, c'est parce que vous étiez au village? Vous n'avez pas compris. Je dis,
Quand les événements se sont passés en 2009, il fallait décompresser. Tout ce que j'ai vécu, il fallait vraiment se reposer. Moi, je suis parti. Il y a eu la commission d'enquête. Je n'ai pas été auditionné devant cette commission d'enquête. Quand je suis revenu pour te remettre sur des situations pareilles, ça te prend un bon moment, un très bon moment. Vous comprenez? Chacun a sa façon de se remettre des différentes situations. Je n'ai pas voulu, après tout ce que j'ai vu et vécu lors des événements du 28 septembre, je n'ai pas voulu m'approcher beaucoup de ces choses. Parce que quand, même maintenant, là, récemment, j'ai commencé à passer devant le stade sans avoir de mots de tête. Si vous voyez ici que les gens sont lucidement capables de raconter des ragots sur les gens, c'est parce que eux, ils ont le récit, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas été acteurs. Je suis membre de l'AVIPA. L'AVIPA est partie civile. Je suis membre de l'AVIPA, donc conséquemment, je suis partie civile. Je pouvais ne pas venir actuellement, je pouvais attendre après les congés judiciaires et venir, parce que le procès n'est pas encore clos. C'est parfait. Si je comprends, alors c'est parfait. Vous avez attendu 14 ans pour décompresser. C'est parfait. C'est parfait. Alors, est-ce que vous saviez la notion d'indiscipline dans l'armée ou n'importe où en général? C'est-à-dire? Indiscipline, vous savez ce que ça signifie? Oui. Expliquez, ça veut dire. Étymologiquement, l'indiscipline, c'est de ne pas suivre la ligne de conduite qui a été édictée par une structure ou bien par un chef de famille ou bien par une entité. Par un chef de famille. Je suis heureux, c'est exactement cela. Exactement cela. Est-ce que vous savez que l'indiscipline existe aussi dans l'armée? C'est le fondement de l'armée. N'est-ce pas? Oui. Et vous saviez qu'il y a des règles quand même qui punissent l'indiscipline, qui érigent même l'indiscipline en infraction, comme la désertion et autres. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que si cela n'était pas possible dans l'armée, on aurait parlé, on aurait prévu, on aurait puni l'indiscipline? Si, qu'est-ce qui n'était pas prévu? Si l'indiscipline n'était pas prévue, si ça n'existait pas plutôt dans l'armée, est-ce que ça aurait été prévu et puni? Non. Non, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Et alors moi, je veux justement aller avec votre définition et aller avec votre raisonnement. Parce que quand je vous écoute, j'ai eu comme l'impression que toute personne qui se lève et qui fait une chose, alors c'est qu'il a reçu automatiquement l'ordre de son supérieur. C'est obligatoire. Si je vous suis. Dans l'armée, oui. Alors, mais est-ce que si dans l'armée c'était exactement le cas, est-ce qu'on aurait puni, est-ce qu'on aurait prévu les cas d'indiscipline? Soyez un peu précis, reposez la question, maître. Alors je reprends. Si je vous écoute bien, et si d'ailleurs je pense que tout le tribunal vous écoute, pour vous, dès qu'un subordonné a posé un acte, c'est son supérieur qui est responsable. Dans l'armée, oui. Pour vous, n'est-ce pas? Pas pour moi. Ce sont les règles dans l'armée. Oui, c'est à vous que je pose la question. On va parler de ces règles-là. Allez-y. Alors justement, à propos de ces règles-là, je dis ceci. Est-ce que si c'était le cas, comme vous expliquez, si un acte posé par un subordonné était tout de suite de la responsabilité de son supérieur, est-ce que dans l'armée, on aurait érigé des préventions et des sanctions dans ce sens-là, contre le subordonné, dès lors qu'on sait que tout ce qu'il fait, c'est le supérieur? Ça dépend, maître. Je ne suis pas spécial. Doyen, s'il vous plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a trop toléré votre comportement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous continuez à le faire, on sera obligé de prendre des mesures contre vous. Une fois de plus, comportez-vous comme étant doyen. S'il vous plaît. Je pense que ça sera le dernier avertissement pour vous. Allez-y, maître. Alors, je peux reprendre? Reprenez, allez-y. Alors, est-ce que selon vous, dès qu'un acte est posé par un subordonné, c'est tout de suite le responsable qui en est
victime, plutôt responsable. Dans la vie courante ou bien dans l'armée? Nous parlons de la vie courante, nous parlons de l'armée également. Dans l'armée, bien sûr. D'accord. Et puisque vous êtes un intellectuel, c'est pour ça que je dis que vous étiez très élégant. Est-ce que vous saviez quand même ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes? Non, expliquez-la moi. D'accord. Ça veut dire tout simplement qu'un subordonné ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal venant de son supérieur. Et que si un subordonné le faisait, il est lui le seul responsable de ses actes. Et là, ce sont les règles de l'armée qui le disent. Est-ce que vous avez compris au moins? Alors, est-ce que vous pouvez revenir au moins dire c'est parce que vous ne saviez pas et qu'il est possible que des subordonnés dans l'armée posent des actes pour lesquels les supérieurs ne sont pas responsables? Partant de votre théorie, maître, c'est possible qu'il y ait la théorie de la baïonnette intelligente, mais après, les sanctions vont tomber. Parce que si jamais la théorie de la baïonnette intelligente a été utilisée, le supérieur a la latitude de limiter les dégâts en arrêtant celui qui a commis les dégâts. Je suis parfaitement... J'adore discuter avec vous, je suis avec un intellectuel. Et justement, je vais donner des exemples par rapport à ceux qui sont dans le box. Est-ce que vous avez écouté M. Marcel? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez écouté M. Aboubakar Diakité, alias Toumba? Oui. Est-ce que vous avez écouté très bien M. Thiebro? Moussa Thiebro? Partiellement. D'accord. Est-ce que vous avez écouté enfin M. Claude Pivy? Pas tout à fait. Pour ceux-là que vous aviez écoutés, entre eux et le président Dadis, je sais que vous connaissez la réponse, mais je veux juste que vous la répondiez. Qui est supérieur? Vous avez dit président. C'est parfait. Est-ce que vous aviez aussi appris que dans cette salle, que le président Moussa Dadis Camara avait clairement donné des instructions au chef d'état-major général des armées, qui lui-même en a parlé dans son PV, que tous les militaires devaient rester casernés et que personne ne devrait sortir? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, allons avec votre raisonnement, la définition que vous avez donnée vous-même. Est-ce qu'à ce niveau-là, à partir du moment où l'ordre est venu d'en haut, est-ce qu'il était permis à un subordonné de sortir? Non. Alors, si un subordonné sortait, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il a posé un acte pour lequel il reste seul responsable, mais pas de la responsabilité de son supérieur? Ça dépend. Ça dépend. On va alors avancer. Je prends le cas de monsieur, puisque j'ai commencé par lui, Marcel. Monsieur Marcel a dit qu'il était allé chercher le président, mais que ce n'est pas le président qui lui a demandé de partir. Donc il n'a reçu aucun ordre. Est-ce qu'à ce niveau-là, en y allant, est-ce que le président, qui n'était pas informé, est responsable du fait qu'il soit parti et de ce qu'il a pu faire? C'est au tribunal d'apprécier, pas moi. Et je pose une question à vous, je sais, nous tous, le tribunal c'est un arbitre, il a besoin de nous pour pouvoir arbitrer. Si nous ne donnons pas les éléments qu'il faut, il n'arbitrera pas très bien. Et je sais que vous êtes ici pour que la vérité jaillisse. Si je vous ai compris, c'est pour ça que vous avez attendu 14 ans, mais vous vous êtes dit, je ne peux pas rester à la maison. Il faut que je parte donner ma part de vérité. Je parle encore une fois, moi, à l'intellectuel. Je dis oui. Que cela sous l'appréciation du tribunal. Ce qui s'est passé entre le président d'alors et ses subordonnés directs, c'est-à-dire ses gardes rapprochés, c'est pas moi de l'expliquer ici ou bien de l'apprécier. Je ne parle pas de ça. Je ne vous ai jamais demandé des explications. Moi, je pars avec vous, avec vos propres propos, avec vos déclarations ici. Alors, je vais laisser M. Marcel. Peut-être que vous répondrez pour M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Lui aussi a soutenu ici être allé chercher le président, mais que ce n'est pas lui qui l'avait envoyé. Est-ce qu'à partir de là, le président Dadis est responsable de son départ
ou de son départ au stade C'est possible. et de ce qu'il a pu C'est faire. possible. C'est bien sûr possible. Probabilité, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, c'est possible. Alors, je vais avec le colonel Moussa Tiebro que vous avez rencontré. Oui. Il a également soutenu ici n'avoir jamais eu une quelconque insurrection du président Dadis à l'effet d'aller au stade. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Dadis peut être tenu pour responsable? Je peux répondre? C'est justement la question que je pose. Très Si bien. vous avez compris la question avant moi, alors allez-y. Sur cette logique, maître, vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez comment? Commandant Toumba était je sais pas, en tout cas, l'un des gardes rapprochés du président. Monsieur Marcel aussi. Colonel Tiebro était relevé directement de la présidence. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui ne peuvent pas agir sans que le président ne soit au courant d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai subi. Et là où je l'ai subi, et par qui je l'ai subi. Vous savez, Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je n'ai pas fini, je peux? Allez-y. Ok. Maintenant, si quelque chose se passe dans une république, parce que la république, c'est la chose publique, vous comprenez? Si c'est un président élu, il a tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Si c'est une transition, les pouvoirs sont un peu limités, mais il a le pouvoir décrétal. Est-ce que vous comprenez? Tu nommes des personnes pour te représenter dans leur domaine sectoriel. Est-ce que vous comprenez? Si ces gens-là ont failli d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, tu es responsable. Tu répondras devant l'histoire. Ça, c'est la logique qui le veut. C'est la vie qui le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est partant de là que j'ai dit que moi, Hamid, je tiens pour responsable le premier responsable du pays d'alors. Parce que pour qu'il y ait des munitions, pour qu'il y ait des armes, pour qu'il y ait des contingents, pour qu'il y ait les personnes les plus proches du président de la République dans un endroit précis pour commettre des exactions pareilles, il faut que les ordres viennent de quelque part. Sinon, à la minute près, c'est un autre contingent qui va venir neutraliser ceux qui sont venus faire ça. Voilà. Vous savez, je vous comprends. Et rassurez-vous que c'est justement ce raisonnement-là que je veux tenir, que je vais vous faire tenir. Allons-y. Alors, si je comprends bien, pour vous, le président Dadis n'est responsable que parce qu'il était le premier de la Guinée. Pour vous, c'est cela? C'est à la Cour d'apprécier et de situer les responsabilités de chacun. Alors, est-ce qu'il y a un acte matériel aujourd'hui que vous pouvez indiquer devant ce tribunal pour que, au moins, on puisse voir dans quel cadre le président Dadis est un responsable, à part le fait que M. Moussa Tiebro, M. Claude Pivy, M. Aboubakar Diakité, M. Marcel et autres soient des subordonnés de lui? Le pouvoir décrétal, c'est l'acte matériel. Le pouvoir décrétal qu'il avait. Le pouvoir décrétal. Ah, mais je suis heureux. Je suis parfaitement heureux. Ce pouvoir décrétal, n'est-ce pas? Alors, justement, et le commandement qu'il avait sur l'armée. Parce que c'était le chef suprême. Je suis d'accord. Vous savez, la notion de chef suprême, j'ai déjà donné ici la signification de commandant en chef à plusieurs reprises. Avec d'ailleurs un de vos leaders, Baouri. Mais je suis heureux. Vous avez tout à l'heure touché à une notion importante, la res publica, la chose publique. Selon vous, le président seul, individu, peut gérer tout en bien, bien sûr, tout en état. Tout vient de lui et tout part vers lui. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il délègue, comme vous avez dit vous-même, ses pouvoirs, une partie de ses pouvoirs à d'autres personnes? Bien sûr, c'est pour le représenter, oui, et pour exercer un certain pouvoir à son nom. Est-ce que sous sa vigilance, en respectant les ordres. Je suis heureux. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez juriste, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous saviez ce qu'on appelle la délégation? Non. Est-ce que vous savez quand on a délégué la délégation? Est-ce que vous savez quand on a délégué, les pouvoirs délégués sortent de notre patrimoine et vont directement dans le patrimoine du Allez-y, expliquez. Délégataire. Expliquez pour l'auditoire, peut-être je comprendrai autre chose. Monsieur Abdoul. Présent. Une dernière chose. Une dernière chose. Je suis tout oui. Une dernière chose. Est-ce que
sur le plan pénal, pas sur le plan moral, pas pour le sens de la responsabilité de père de famille comme vous le touchez, ou quand on est au barreau, le bâtonnier, ou quand on est ici le président qui a la police de l'audience. Est-ce que sur le plan pénal, par rapport à des faits de meurtre, par rapport à des faits de viol, est-ce que vous pouvez faire un reproche au président Dadis et démontrer le bien fondé de ce reproche-là? Bien sûr. Alors allez-y. Quel reproche vous lui faites? Comment vous le démontrez? Si la garde présidentielle, qui est censée garder le président de la République, se détache pour aller quelque part, commettre des exactions, cela relève directement du président de la République. C'est différent, par exemple, si un groupement, par exemple à Lola, va commettre quelque part. Ça, c'est le commandant de région qui va répondre avant d'arriver au niveau du président. Mais la garde présidentielle, elle est rattachée directement au président de la République, d'où sa responsabilité. C'est parfait. Alors, ceux qui sont dans ce box-là, qui, là, est de la garde présidentielle? Le président, c'est M. Moussa Dadis Camara. Sa garde était composée, entre autres, de commandant Toumba et de capitaine Marcel. Parfait. Alors, M. Aboubakar Diakité, M. Marcel, disent ici que le président Dadis ne leur a jamais demandé de partir là au stade, qu'il ne leur a jamais donné un ordre. Pourquoi eux, qui ont aussi vécu les mêmes faits que vous, ne le disent pas? Pourquoi c'est vous, qui n'êtes pas de la garde, qui devenez plus royaliste que les rois, parce qu'appartenant à cette garde? La responsabilité morale incombe au président de la République, d'une manière ou d'une autre. Je vous prie qu'il me soit donné acte que pour M. Abdoul, la responsabilité morale incombe au président Dadis, uniquement ça. Je vous remercie. Je n'ai pas dit uniquement ça, c'est vous qui le dites. Tout le monde vous a entendu. Monsieur le Président, merci, j'ai terminé. Partie civile, question. Si, maître, si vous voulez reprendre votre... Bien sûr, Monsieur le Président. Ok. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je me donne la parole pour poser quelques questions. Mais je vais commencer par là où Maître Jokami, qui s'apprête à sortir, a terminé.